Bonjour à toutes et tous et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous trouverez dans les notes de l'épisode les liens pour suivre le podcast sur les réseaux sociaux ou vous inscrire à la newsletter. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Julien. Julien, donc, est définitivement un médecin d'action. Face à un problème, il ne choisit pas la plainte, non, il cherche des solutions. Alors, dès ses études, il s'est engagé, d'abord dans sa corpo et à la NEMF, puis en créant une association dans son département pendant l'internat, et aujourd'hui en créant une start-up, en présidant le conseil de l'ordre de son département et auprès des instances de sa spécialité. Julien nous parle donc dans cet épisode de représentation, d'action, de politique, mais aussi de relations, parce que le dénominateur commun de tous ces engagements, c'est la création de liens. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien, bienvenue à La Consulte. Bonjour Alice. Alors pour commencer, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Alors, je suis Julien Côté, je suis allergologue en libéral à Chartres, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, un fils de 7 ans bientôt et un fils de 3 ans et demi, et j'ai de nombreux postes en dehors de mon activité libérale. Je suis président du conseil de l'ordre départemental des médecins depuis janvier 2021. Je suis également vice-président de la Société française d'allergologie, vice-président du Conseil national professionnel d'allergologie, et j'ai créé une start-up il y a quelques années avec 4 autres copains allergologues. Voilà pour le plus gros. Ça fait un sacré emploi du temps, tout ça. Oui. Les journées font 24 heures, donc il faut utiliser les 24 heures et on s'en sort. Donc les consultes la journée et le travail associatif et bénévole et la représentation le soir et la nuit. Voilà, c'est le secret, et le week-end. Ça veut dire que toutes ces activités que tu fais, c'est sur ton temps libre, c'est intégralement du bénévolat. Oui, j'ai refusé, mais alors pour la société française, pour le CNP, il y a bien sûr pas d'émolument, il n'y a pas de salaire pour tout ça. La start-up, c'est une start-up entièrement bénévole. On a fait un choix d'un business model qui fait que l'application est gratuite pour les patients et nous, on ne se rémunère pas les dirigeants. On l'a fait pour le plaisir, pour aider les patients. Et l'ordre, je pourrais toucher un salaire de président, mais je l'ai refusé en début de mandat, j'ai refusé mes indemnités pour ne pas qu'on me reproche quelque collusion que ce soit ou quelque conflit d'intérêt que ce soit. Donc je travaille, tout ce que je fais est entièrement bénévole en dehors de mon cabinet, oui. C'est un choix personnel. Ton cabinet, y est 10 demi-journées par semaine ? J'y suis 8 demi-journées par semaine. Mais c'est des grosses demi-journées. J'y suis du lundi au jeudi soir, donc non-stop, du lundi au jeudi. Et même le mercredi, on fait pas de pause le midi, parce que le mercredi, c'est la journée des enfants. Donc on s'arrête pas. On fait du non-stop, donc c'est des très grosses journées. Et le vendredi, je vais beaucoup à Paris pour mes activités, pour la société française, le CNP, etc. Ou pour du consulting avec les laboratoires, parce que je travaille avec beaucoup de laboratoires. Je suis dans des boards avec des grands labos pour la recherche fondamentale, pour le développement de thérapeutiques et de médicaments. Et voilà. Et puis parfois, le vendredi, on ouvre quand même un petit peu, parce qu'on a des patients qui ont besoin d'être vus le vendredi. Donc, un vendredi par mois, on va travailler. Mais sinon, non, c'est un vrai temps plein de médecin. C'était le deal de départ quand j'ai pris les responsabilités. Je voulais pas que mes patients en pâtissent. J'exerce dans un désert médical, peut-être le plus important désert médical en France, et je voulais pas prendre des responsabilités et dire du jour au lendemain à mes patients, maintenant je suis là plus que 2 ou 3 jours par semaine, comme ce qu'ont fait mes prédécesseurs, et c'était leur choix, mais moi je le voulais pas. Donc je me suis dit, moi je vais travailler sur le temps du midi, je vais travailler le soir tard, je vais travailler le week-end, mais il est hors de question que parce que je fais moi le choix de faire de la représentation ou d'aider à la communauté médicale, j'en fasse souffrir les patients qui, eux, n'ont rien demandé, ils sont déjà dans un désert, ils souffrent, ils ont des problèmes d'accès aux soins. Je vais pas rajouter des problèmes d'accès aux soins, sachant qu'on n'est que 2 allergologues pour le département. Donc c'est vrai que ça fait un emploi du temps qui est très 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 chargé, mais c'était c'est ma philosophie c'est ma philosophie et ma relation médecin-patient, et je voulais pas qu'ils en pâtissent. Parce que je pourrais t'objecter que finalement, s'investir pour le conseil de l'ordre ou dans une start-up qui développe une application pour les patients, c'est aussi rendre service aux patients, et c'est au final du temps que tu consacres à un travail qui va être bénéfique aux patients en bout de chaîne. C'est vrai, c'est une remarque pertinente. Mais ça remplace pas un médecin en consulte. Ça remplace pas un médecin en consulte, et j'ai toujours pour habitude de dire qu'il faut qu'on arrête de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je ne le fais que de le répéter à l'ARS, au ministère et partout. On en a des exemples concrets
toutes les semaines. Et oui, c'est une remarque pertinente parce que c'est dans bout de chaîne, mais là, il y a quand même, à l'heure actuelle, un défi à court terme. Il y a un vrai désert, il y a un problème d'accès aux soins. Et même si ce que tu dis est vrai dans le fond, sur la forme, à l'heure actuelle, les patients, ils ont quand même besoin de consultation. Et la catastrophe dans laquelle est l'état de notre système de soins actuel, je me voyais pas retirer des consultations. Surtout des patients que je suis déjà, leur dire bah non, maintenant le cabinet est fermé 2 jours par semaine, donc vous avez plus de suivi. À la limite, ne pas prendre de nouveaux patients, c'est quelque chose que je pourrais entendre dans le cadre d'un développement d'une activité annexe, mais dire à des patients qui étaient suivis et qui ont besoin de soins et qui peuvent pas aller ailleurs, ça me gêne beaucoup plus pour le suivi, parce que j'estime que quand on a entamé un suivi, on doit le faire correctement et à fond. Quand tu as commencé tes études de médecine, quand tu t'es lancé j'imagine à 18 ans, est-ce que c'est comme ça que tu t'imaginais le métier de médecin? C'était quoi ta représentation, du médecin quand tu as commencé tes études? Ah, c'est marrant, j'ai fait plein de podcasts, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. C'est intéressant. On voit que t'es médecin, du coup. Les autres posent jamais ces questions. C'est très intéressant comme question. Moi, j'ai voulu faire médecine depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4-5 ans, je voulais être chirurgien. Donc, pour te dire, je me suis construit un monde imaginaire parce que mes parents ne sont pas du tout médecins. Mes parents, c'est des restaurateurs. Ma mère était restauratrice et mon père concessionnaire automobile. Donc, je ne connais absolument pas le monde de la médecine. Et je rentre en médecine pour être chirurgien, pour avoir la blouse blanche, le col relevé, le staff autour, les infirmières, l'hôpital, voilà, la vie avec les gardes, enfin urgence, tu vois, tout ce qui a baigné notre adolescence. Donc une représentation complètement faussée, idéalisée de l'hôpital et du monde de la chirurgie. Et donc je rentre en me disant je serai chirurgien plus tard. Et puis donc j'ai fait mon externat à Tours. Rapidement pendant mon externat, je me suis rendu compte que l'hôpital ça sera pas mon champ d'activité puisque j'avais du mal avec l'inertie, avec le conservatisme, avec le fait d'être dépendant surtout des autres. Moi, je bosse à une certaine vitesse, les autres ne bossent pas à la même vitesse, les pauses, les réunionites aiguës, etc. Donc j'ai vite vu que ça ne serait pas pour moi. Et donc j'ai compris que j'allais faire plutôt du libéral ou plutôt de la clinique, enfin dans le monde plutôt en ville, et puis que la chirurgie non plus, parce qu'au final la chirurgie j'étais trop dépendant de l'équipe qui m'entoure, même si je le regrette un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. J'imaginais pas la médecine du tout comme ça, et j'imaginais pas que je serais ce genre de médecin plus tard, puisque je connaissais pas du tout la représentation, ni le syndicalisme, ni le milieu ordinal, ni le milieu de la start-up comme maintenant, ou le milieu fondamental de la recherche. Et moi, je me voyais soit chirurgien. Après, quand j'ai étudié externe, je me voyais médecin généraliste ou spécialiste. Je me voyais médecin interniste ou immunologue. J'aimais beaucoup la médecine interne. Et je me voyais dans un cabinet avec des patients, mais faire mes consultations toute la journée, et puis rentrer chez moi le soir et m'occuper de mes enfants et de ma femme et de mes activités personnelles. Jamais à un seul moment, même les premières années d'études, j'aurais imaginé qu'à 34-35 ans, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai des responsabilités nationales et départementales, et que je fasse autant, c'est quelque chose qui est venu petit à petit, un petit peu sans trop prévenir, mais jamais je suis rentré en médecine pour ça, et jamais je l'aurais imaginé, même en D1 ou en D2, on disait à l'époque, je me serais jamais imaginé comme ça. Et alors c'est venu comment, ce goût pour, l'engagement, la représentation? C'est compliqué parce qu'il y a une part de personnel, parce que comme mes parents étaient dans le commerce, moi je les aidais beaucoup, ils m'ont mis au boulot tout petit quand j'avais 10 ans, donc je travaillais dans les restaurants de ma mère, j'allais aider mon père au garage, donc j'avais déjà des contacts, tu vois, avec les gens. Très jeune, j'aidais ma mère, j'allais faire Rungis la nuit, j'étais serveur, j'étais en cuisine, etc. Je travaillais les week-ends, je travaillais la semaine, donc j'avais déjà ce goût du contact. Quand je suis arrivé en médecine, j'ai très vite voulu faire partie de la corpo. J'avais envie d'organiser et de retrouver un peu ce que je faisais dans les restaurants avec ma mère, c'est-à-dire organiser des soirées, négocier des partenariats, parler de sponsors, etc. Ça m'intéressait, donc je suis rentré à la corpo. À la corpo, j'étais VPNM, j'ai été élu au bureau national de la NEMF, donc j'ai arrêté mes études pendant un an. Et en 2006-2007, je suis parti à Paris. Je faisais partie du bureau restreint et j'ai fait un an. Donc là, j'ai découvert le Sénat, l'Assemblée, les ministères, la DGOS, etc. Et c'est là que la fibre a commencé à se développer, et que j'ai compris que j'aimais ça et que j'avais des compétences pour ça, parce que j'étais sans me lancer de fleurs, je sais que je suis capable de travailler et d'abattre une somme de travail. Donc les gens appréciaient ça et j'avais du retour. Après, il y a eu la fin de l'externat.
Puis quand je suis arrivé interne dans le département et que j'ai vu l'état du département, je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je continue. L'aventure s'arrête pas là. C'est pas parce que je suis interne et que je vais m'installer que je dois regarder le navire couler et ne rien faire ou faire comme les autres que je critique souvent et me plaindre. Donc je me suis rappelé de tout ça, ça m'a nourri. Et j'ai créé une association et c'est là que tout est parti en fait. Donc dès le premier semestre d'internat, quand je suis arrivé en Eure-et-Loire, j'ai créé Jeunes Médecins du 28, qui est une association où j'ai mis à l'intérieur des jeunes, donc des hospitaliers, des libéraux, des remplaçants, des médecins G, des spécialistes. Et j'ai dit voilà, on va tous se connaître, on va faire des soirées ensemble, on va se voir pour connaître la tête de chacun, pour faire du réseau, pour serrer les coudes parce qu'on est dans une situation difficile dans le département. J'ai organisé des soirées, juste pour se rencontrer. Puis après, je me suis lancé dans la formation médicale continue pour faire une espèce d'émulation dans le département parce qu'on n'a pas de CHU et je trouvais que ça manquait beaucoup et que ça pêchait. Puis j'ai invité les internes petit à petit, puis les externes aussi, puis l'association elle a grossi. Je me suis fait remarquer, donc les élus ont remarqué ce que je faisais, le Conseil de l'ordre a remarqué, etc. Je suis rentré au Conseil de l'ordre très très tôt puisque j'ai été élu en 2015 ou 2016, donc j'étais tout jeune installé en tant qu'élu suppléant puis élu titulaire et j'étais dans la commission des contrats et petit à petit j'ai rencontré l'ARS, etc. Ça s'est fait au fil de l'eau et puis quand est venu le renouvellement du bureau en 2021, je me suis présenté pour la présidence et en parallèle quand je suis devenu allergologue, ça s'est fait pareil au niveau national. Ça veut dire que j'avais envie de faire bouger les choses. Je rentrais dans une spécialité qui est jeune, qui est une spécialité depuis 2017, où il y a plein de défis qui nous attendent. Il y a une émulation aussi. Il y avait une génération qui était un petit peu en perte de vitesse, qui est usée, qui a tenu les instances depuis des années, et où il n'y avait pas de renouvellement. Et avec un groupe de potes, on s'est dit, nous, on y va, quoi. On va se présenter à la Société française, au CNP, on va monter notre start-up et on va essayer de faire bouger les choses. Et au final, c'est vrai que ça a été très 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 vite sur les dernières années. Il y avait du backup derrière parce qu'il y avait de l'expérience. À la fac, j'étais aussi élu au conseil de fac et élu au conseil d'université. Donc, en plus de la corpo et en plus de la NEMF. Donc, il y avait déjà ce rôle-là et cette expérience. Mais c'est vrai que là, sur les 4-5 dernières années, ça a vraiment explosé et c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement. Et après, en allergologie, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. On n'est que 350 spécialistes en allergologie, les vrais allergologues, donc on n'est pas beaucoup en France. Donc forcément, pour tenir toutes ces instances-là, on n'est pas 220 000 généralistes. Donc forcément, c'est toujours les mêmes qui tournent dans toutes les institutions. Et au niveau ordinal, il y avait une vraie envie des jeunes médecins en Eure-et-Loire d'avoir quelqu'un à la tête de la présidence qui bouge un petit peu les choses et qui dépoussière. Donc ça a été assez facile de briguer la présidence et d'être élu. Et puis l'ancienne présidente était d'accord, elle m'a laissé la place, elle est devenue ma vice-présidente et on travaille très bien tous les deux. Donc ça s'est fait assez facilement aussi. Voilà comment c'est venu petit à petit. Donc si je résume, il y a tout ton bagage associatif qui date de l'époque de l'externat, que tu as mis au service d'une association locale que tu as créée quand tu étais interne, pour faire du lien, parce que tu étais dans un endroit où tu étais un peu tout seul et que tu avais envie de connaître les autres, en fait, finalement. Ça a commencé comme ça, si je comprends bien. Ouais. On me disait que c'était un désert et en fait, moi, quand je voyais des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde, mais que personne se connaissait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on nous parle de désert, mais en fait, il y a un jeune là, il y a un remplaçant, là, il y a un interne qui va s'installer, là, il y a un jeune qui arrive à l'hôpital, et en fait, j'ai juste créé un réseau. Et tu as transformé cette expérience associative en quelque chose d'un peu plus, je vais dire, officiel, parce que finalement, maintenant, tes activités, elles sont plus associatives. Le Conseil de l'Ordre, c'est pas une association. Les sociétés savantes d'allergologie, c'est pas des associations non plus. Si, c'est une asso de loi 1901 quand même. Si, même si c'est une société française, mais statutairement, c'est une asso de loi 1901, le CNP aussi. Après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Le statut est une asso de loi 1901, mais par contre, l'activité, effectivement, c'est plus du tout comme une asso locale. C'est un rôle de représentation bien plus important et un périmètre qui est complètement différent, puisque le CNP, on gère les saisines de la NSM, du ministère, de la DGOS, donc c'est des relations qui sont complètement différentes. Donc je vois ce que tu veux dire et je te rejoins. Mais oui, effectivement, je me suis nourri de tout ça et ça m'a permis déjà d'identifier les acteurs et de comprendre parce que on a un millefeuille qui est incroyable dans ce pays. Quand tu es à la fac, tu as le conseil de fac, tu as le conseil d'université, t'as les commissions pédagogiques, etc. Tu as le ministère au-dessus. Là, tu commences à te dire mais attends, c'est extrêmement compliqué. Tout ça pour pondre un programme et tout ça pour faire tourner une fac, il y a des strates pas possibles. J'ai commencé à comprendre comment tout ça marchait parce que pour rentrer dans des instances, pour tenir le Conseil de l'Ordre ou rentrer dans des sociétés françaises, avant d'être compétent, il faut déjà connaître. Parce que c'est quand même extrêmement compliqué, tout ce process qui est extrêmement nébuleux.
Il faut avoir un très gros réseau, comprendre comment tout ça est imbriqué. Il y a énormément de redondance. Il faut savoir à quelle personne s'adresser, à quel moment et comment lui parler. Donc j'ai appris le wording, j'ai appris les éléments de langage, j'ai appris à m'exprimer petit à petit avec tout ça. Et maintenant, je suis capable de faire ça. Mais effectivement, il a fallu du temps quand même. Ça se fait pas en 2-3 ans. Et il y a eu des échecs et il y a eu des loupés aussi. Parce qu'au début, quand on est jeune, on fait pas forcément comme il faut quand on n'a pas d'expérience. Eh ben, écoute, c'est une question que d'habitude je pose plutôt en fin d'enregistrement, mais puisque tu me tends cette opportunité, j'aime bien demander s'il y a des échecs justement, et est-ce que les échecs t'ont appris pour ta carrière? Est-ce que tu aurais un échec particulièrement marquant ou exemplaire ou représentatif à nous raconter, et est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté ensuite? Euh, le, alors, j'ai jamais perdu une élection, donc j'ai pas d'échec en termes d'élection. En termes de gros projets, j'en ai pas. Il y a un échec sur la start-up et il y a un échec au niveau du Conseil de l'ordre où je peux donner un exemple qui m'a nourri. Sur le Conseil de l'ordre, c'est très récemment au niveau des certificats de décès. C'est quelque chose de très concret qui concerne tous les médecins. Les certificats de décès dans toute la France, c'est le bazar. Personne n'a le temps. Ça dépend pas de la PDSA en fait, donc c'est pas sous périmètre ordinal. Et c'est de la permanence administrative. Donc en fait, c'est sous autorité du préfet. Donc dans tous les départements, pour les certificats de décès, c'est un process différent. Il y en a, c'est l'ordre qui gère, alors que c'est pas à l'ordre de gérer. Il y en a, c'est les CPTS. Il y en a, c'est une liste. Il y en a, c'est SOS médecins, etc. Il y a autant de façons de faire les certificats qu'il y a de départements. Et dans mon département, ça commence à devenir très problématique parce qu'on a des morts, on a des décès en EHPAD, en ville, qui restent parfois pendant plus de 24 heures sans certificat de décès. Les forces de police restent sur place, on a des coups de fil dans tous les sens, on sait pas comment s'en sortir. Et moi, j'avais une pression énorme des élus, parce qu'ils ont une pression populaire. Donc les élus locaux, les députés, les sénateurs qui montent au créneau et qui me mettent la pression. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais c'est pas de mon autorité, c'est pas de la PDSA, c'est pas l'ordre, c'est le préfet. Moi, je peux pas contraindre des médecins à faire quoi que ce soit. Et et puis je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc t'as compris que quand il y avait un problème, j'ai essayé de le résoudre maintenant. Et c'est pas de mon périmètre, mais je vais quand même essayer de le résoudre parce qu'au final, en fait, personne n'a jamais rien fait. Donc je me plonge dans les annales de l'ordre et je découvre des réunions de 2002, 2004, 2006. C'est il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, en fait, il y avait déjà le problème et des réunionites aiguës et aucune action derrière, aucun plan. Et je me dis bon, c'est pas mon périmètre, mais pas grave, je vais essayer de faire quelque chose. Donc j'essaye d'écrire un algorithme de prise en charge du certificat de décès. Je me coordonne avec le SAMU, je monte tout ça, j'en parle aux élus, j'en parle à les préfectures, ils étaient super contents. Je le publie et là je me suis pris un tollé mais alors monstrueux, je me suis fait exploser par tous les médecins parce que c'était pas mon périmètre, que j'avais fait mon truc dans mon coin, j'en avais parlé bien sûr au conseil d'administration, au conseil de l'ordre et la plupart des gens étaient pour, mais quand c'est redescendu au dernier kilomètre et que les effecteurs l'ont appris, non seulement ils étaient pas contents parce que c'était pas mon périmètre, mais en plus ils le vivaient comme quelque chose d'imposé. Ils ont déjà voilà comme tout le monde le sait, leurs problèmes, leurs plannings, leurs difficultés avec leurs propres patients, et ils n'ont pas envie d'aller faire ces foutus certificats de décès. Et j'avais beau leur expliquer que faut les faire, hein, parce qu'il faut bien que quelqu'un les fasse, et il y a que des médecins pour les faire, et que ça fait partie de notre job, j'ai pas réussi. Et j'ai compris que j'avais beaucoup de problèmes de communication parfois, parce que j'ai une vision de l'associatif en général et des instances où, pour reprendre OSS 117, un chef c'est fait pour cheffer. Et malheureusement, je crois pas aux coprésidences, je crois pas au grand conseil d'administration, ça ne marche pas. Il faut quelqu'un qui ait un charisme, il faut quelqu'un qui ait une idée en tête, qui tienne le bateau. Alors bien sûr, il faut faire de la pédagogie, il faut emmener tout le monde, mais il faut quand même quelqu'un qui guide tout le monde. Et j'y étais un petit peu trop fort, j'étais un petit peu trop sûr de moi. J'avais pas du tout là pour le coup, j'avais pas du tout vu arriver les gens. J'avais pas identifié les gens qui allaient me poser problème en fait. Donc là, j'avais très mal fait le boulot en amont. J'avais pas du tout. D'habitude, je sais qui va me poser problème et je fais mes communications en fonction et je les adapte. Là, en fait, je m'étais complètement trompé. Donc non seulement j'ai perdu ça, j'ai perdu mon pari parce que du coup, il y a toujours pas de protocole et ça m'embête beaucoup. Mais en plus, j'ai perdu un pouvoir politique énorme parce que je me suis fait exploser par la préfète, enfin, par madame le préfet et par les élus parce que moi je leur avais annoncé oui, c'est bon, j'ai monté un truc, ça va le faire, vous inquiétez pas, on va régler le problème en 2-3 coups de cuillère à peau. Donc c'est le dernier échec en date et voilà, mauvais cadrage à la base, peut-être pas assez de concertation. J'aurais dû prendre des appuis ailleurs dans certaines instances, chez certains syndicats et dans certaines associations et j'aurais dû avoir des relais en amont.
Et c'est embêtant pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui est un gros problème dans le département. Ça provoque des tensions énormes. Il y a les maires qui hurlent sur les médecins. Il y a des maires qui portent doléances contre des médecins. Donc moi, ça m'embête beaucoup de recevoir des doléances de confrères qui n'y peuvent rien parce que les pauvres confrères, ils travaillent comme ils peuvent. Et moi, j'essayais de rendre service avec un algorithme plutôt clair et qui allait dans le sens d'un partage de responsabilité entre le SAMU et les médecins libéraux pour qu'il n'y ait pas que les libéraux qui fassent les certifs ou qu'il n'y ait pas que le SAMU, que ça soit assez, voilà, quelque chose de partagé. Et je me suis pris un gros revers. Et derrière, ça m'a mis en très fâcheuse position au niveau politique. Donc parfois des toutes petites choses comme ça où on est quasi certain que ça va bien se passer. Bah non, voilà, j'avais pas du tout identifié le problème à la base, je me suis complètement fourvoyé. Et maintenant, c'est la cata. Donc Julien, quand il est énervé, comme c'est un promoteur rouge persévérant, bah il s'énerve, il envoie tout valser. Donc j'ai envoyé un message en disant bah puisque ça vous plaît pas, bah je laisse les CPTS gérer, puis démerdez-vous, parce que de toute façon, quand j'essaye de faire un truc, ça plaît à personne. Et je me suis énervé, j'ai tout envoyé bouler, ce qui n'était pas du tout intelligent. Mais au final, c'est un petit peu la réalité. Maintenant, quand je me retourne, là, ça fait un mois et demi que ça s'est passé, j'étais très énervé. Je me dis, mais oui, de toute façon, voilà, ils veulent pas faire bouger les choses. Il y a un problème. Ils sont dans leur inertie. Ils veulent pas voir. Ils voient que leur problème dans leur cabinet. Ils ne se rendent pas compte du problème de parcours patient. Bah écoutez, débrouillez-vous. Moi, j'ai essayé. C'était pas de mon périmètre. Ça vous plaît pas. Eh ben, voyez avec quelqu'un d'autre et voyez si les CPTS feront mieux. Voilà le dernier échec en date qui était assez important. Et puis dans la start-up, alors la start-up c'est différent parce que là, je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc là, si je fais la liste, on n'a pas fini. En fait, non, on s'est pas fait incuber. On a eu une idée, on partait pour faire ça en rigolant. Tout le monde nous a dit non, mais attendez, votre truc c'est super, c'est la révolution. Faut vous structurer, faut poser un brevet, faut poser les droits. Donc nous, on a fait un peu comme on a pu. Puis après, on a commencé le développement, etc. Et en fait, on n'avait pas assez cadré au niveau juridique, on n'avait pas fait un vrai schéma directeur avec des vrais spécialistes. Et on s'est pris des menaces de procès, etc. Donc c'était une époque très compliquée en octobre 2019, peu après le dépôt du brevet. Donc c'était assez marrant. Donc maintenant on est prêt pour la deuxième startup. En fait, on a compris comment ça marche. C'est-à-dire que en fait, faut d'abord faire le cadrage juridique. C'est toujours hyper important, le cadrage juridique. Et une fois qu'on sait ce qu'on peut faire dans ce pays en fonction des lois qui nous obligent, puisqu'en fait tout le problème est là. Tout le monde a plein de bonnes idées dans n'importe quel champ que ce soit en France. Tout le monde a de bonnes idées, mais le problème c'est qu'on contraint les idées dans ce pays par la réglementation européenne. Donc à tous ceux qui veulent monter un projet de start-up ou n'importe quel projet, d'abord cadrage juridique, ça coûte 3, 4, 5 000 euros. Un vrai cadrage réglementaire, on nous dit ce qu'on a le droit de faire et en fonction après, on se lance ou pas. Et quand on se lance, on fait faire les devis de développement, etc., de tout ce que vous voulez. On monte le business model, on monte le business plan, mais on part pas bille en tête avec un business model et un business plan si on n'a pas fait le cadrage avant. Donc c'était le gros échec avec un gros moment de tension dans l'équipe quand on s'est pris des menaces de procès qu'on a au final réussi à gérer par diplomatie. Voilà, et puis ça s'est arrangé. Et puis maintenant, le produit existe et tout se passe bien et on est content du résultat. Mais ça a été une époque très compliquée. On dormait pas. Hein. C'est quand on a ça sur le dos et qu'on a des menaces de procès par des laboratoires, par des grandes firmes pharmaceutiques, ça fait très peur parce qu'on n'est pas de taille du tout. 5 petits allergos dans leur coin qui se font attaquer par une entreprise pharmaceutique. Donc voilà, c'est comme on a l'habitude de dire, quand on a acheté une maison et qu'on a fait les travaux, on est prêt pour la suivante. Bah nous, on a fait notre première start-up. Maintenant, on est prêt pour la suivante. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Ouais. Tu penses qu'il y en aura une suivante? Ouais, je suis presque en train là. On a un projet à la Société française d'Allergo et j'en parlais au reste du bureau là, à mon président, le professeur Pascal Desmoulies, qui est chef de service à Montpellier, de la thoracique. Et on a des problèmes de parcours patient en allergologie parce que l'allergologie c'est très vaste. Il y a des gens qui font de l'alimentaire, il y a des gens qui font du médicamenteux, il y a des gens qui font du respiratoire, il y a des gens qui font de l'eczéma de contact, etc. C'est très vaste l'allergologie et en fait chacun a un domaine de compétence. Tout le monde ne fait pas tout. Il y a des choses qu'on peut faire en libéral, qu'on n'a pas le droit de faire en libéral, etc. Et donc on a des gros problèmes d'aiguillage. C'est-à-dire qu'on reçoit des patients qu'on ne peut absolument pas bilanter, soit parce qu'on n'en a pas la compétence, soit parce que ça ne se fait pas dans notre cabinet, que ça se fait ailleurs, etc. Donc pour aider à tout ça, je suis en train d'essayer de
de monter un algorithme avec une énorme base de données française qui recense l'activité de tous les ORL, les pneumos, les pédiatres, les dermatos, les allergos, de ce qu'ils font exactement dans leur cabinet et dans leur service hospitalier. Et donc ça serait une sorte de site ou application qui s'appellerait Trouve mon allergo, et tu vas sur le site, tu rentres tes symptômes en fait tout simplement. Donc tu dis moi c'est le nez qui coule, moi c'est j'ai pris un comprimé d'AINS à telle heure, j'ai eu une éruption à telle heure, quand je mange ça me fait ça, etc. Donc en fait tu rentres tes symptômes, ça mouline et ça trouve l'allergologue compétent le plus proche. Donc en fait l'algorithme trouve ton aire thérapeutique qu'il te faut, cherche l'allergologue compétent et te sort directement celui qu'il faut aller voir. Et ça aidera aussi en fait les médecins, puisque les médecins aussi parfois connaissent très mal le réseau de soins. Moi je fais que du respi et de l'alimentaire, et régulièrement, toutes les semaines, je vois des gens pour de l'allergie médicamenteuse et je dis mais moi je peux pas, on fait plus les tests d'allergie médicamenteuse en ville, c'est interdit, je dois vous envoyer à l'hôpital, et les gens ont attendu 6 mois. Donc c'est à la fois une plateforme pour les patients, pour améliorer le parcours de soins, et à la fois une plateforme pour les professionnels de santé. Donc là je suis en discussion pour cette création de base de données avec des grands groupes mondiaux qui vendent de la data, et avec la CNAM aussi. Et puis après, je suis déjà en recherche de sponsors pour monter le business model, puisqu'il faut que ça soit entièrement gratuit. Et après, si tout ça se fait en septembre-octobre et qu'on a des accords juridiques, ensuite on se lancera dans le développement, et on espère après pouvoir sortir ça pour 2023. Donc oui, encore un autre projet. Un autre projet, il y en a qui naissent, tu sais, il y en a qui naissent tous les jours, des projets comme ça. Après, des projets comme ça qui vont à terme, on n'en a pas beaucoup, mais des idées, on en a tous les jours. On s'envoie des messages tout le temps, on a des idées dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est le prochain, et j'espère vraiment que ça va se faire, qu'on va y arriver, et je serai fier si j'arrive à faire ça sur les 12 mois là, je serai très très content du résultat. Je t'écoutais parler, alors plus sur le versant Ordinal et Société française d'allergologie, mais est-ce que tu fais de la politique, et c'est quoi pour toi faire de la politique? Est-ce que c'est comme ça que tu te définis, ou pas d'ailleurs? Alors, je vais pas t'apprendre les racines grecques, c'est juste la vie de la cité. Donc, en termes politiques, oui, je fais de la politique. Je fais de la politique depuis que je suis élu à la fac, en fait, depuis la P2D1. Donc oui. Après, la politique politicienne, c'est différent. Donc oui, je fais de la politique, puisque c'est de la gestion de la cité, et ça a un impact. Gérer les soins dans le département et gérer des choses au niveau national, ça a un impact concret sur la vie des citoyens et sur leur parcours de soins et sur leur prise en charge. Donc oui, c'est de la politique. Quand j'étais à l'ANEMF, ça a été très compliqué, parce que j'ai démissionné avant la fin du mandat, parce que j'avais découvert des choses qui me plaisaient pas du tout. Le reste du bureau ne m'a pas suivi. C'était des histoires terribles de conflits d'intérêts et de magouilles politiques dans lesquelles je ne m'inscrivais pas du tout. Le reste de mon bureau, ils ont tous, en fait, comme la plupart des gens qui font la NEMF ou qui font l'ISNAR ou qui font l'ISNI, ils ont fait des carrières politiques derrière. Donc il y en a pratiquement aucun qui est médecin, qui travaille, ou à part une demi-journée par semaine pour être gentil, ou une journée, mais ils sont tous partis faire de la politique, et je suis pratiquement le seul à pas avoir fait ça. Je me suis présenté aux élections en 2019 au municipal sur la liste de La République En Marche. Donc on n'a pas gagné. On n'a pas gagné les municipales, et donc j'étais à La République En Marche. J'avais beaucoup d'appointance pendant le premier mandat, et puis pour tout dire, à la fin du mandat de Macron, je me retrouvais plutôt dans les idées, en fait, de la REM que j'avais au départ, et des relations que j'avais. J'avais des relations conflictuelles sur tout un tas de choses, et pas que sur le domaine de la santé. J'ai trouvé qu'il y avait pas eu grand chose de fait sur la santé, que le Ségur c'était une vaste fumisterie, et qu'au final il y avait rien eu de fait. Il y a eu 18, enfin faut quand même le savoir, il y a eu 18 mois de travail législatif sur la GPA, sur la PMA, sur l'allongement du délai d'IVG. Ce sont des combats qu'il faut mener. J'ai fait ma thèse sur l'IVG, donc je suis le premier défendeur de ça, mais je pense que dans la situation actuelle, il y avait bien d'autres choses à faire. Bien d'autres choses. Et quand on voit les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, et qu'on sait qu'ils ont passé 18 mois de travail là-dessus, ça m'a mis un petit peu en boule. Donc j'ai arrêté la politique politicienne. Et je ne fais plus partie d'aucun parti politique que ce soit. J'ai toujours des relations avec eux, parce que je suis obligé. Quand tu es président du Conseil de l'Ordre, tu discutes toutes les semaines avec les députés, les sénateurs, l'ARS, etc. Donc il y a les relations, et c'est nécessaire pour faire le travail de lobby, en fait. C'est tout simplement du lobby. Être président de l'ordre ou être dans une société française ou au CNP, surtout au CNP, c'est du lobby, c'est de l'avis d'experts. Mais
je me représenterai plus jamais, ça c'est sûr, je ne le ferai plus. Ça m'a servi de leçon. Donc ça aussi, c'est un échec. Tiens, tu vois, tu parlais d'échec. La campagne des municipales, c'est un échec. C'était spécial, hein. C'était en plein confinement, donc c'était le premier confinement qui nous tombait dessus. Donc c'était une campagne qui était compliquée. Mais non, je suis pas fait pour ça. Et comme je te disais, je suis vraiment dans l'action. Et ça m'a profondément déçu parce qu'en fait, ils sont à 100 000 lieues de ça, quoi. C'est-à-dire que je comprends qu'il y ait un temps de réflexion quand on écrit une loi ou quand on essaye de faire un process ou d'expérimenter quelque chose, et qu'il faille concerter, qu'il faille écouter les partenaires et qu'il y ait le travail législatif derrière. Mais je trouve que sur la santé, je vais pas parler du reste parce que je suis pas hyper compétent sur l'économie et le reste, mais sur la santé, moi je vois l'ordre, je vois les syndicats dire la même chose depuis que je suis étudiant, et je pense que toi tu fais le même constat. Depuis qu'on est en P1, on nous dit la même chose. Attention, en 2020, ça va être le désert, etc., etc., etc. L'hôpital, il y a ceci, cela qui va pas. La ville, il y a ceci, cela. Ça fait 20 ans qu'on entend la même chose. Et personne n'a rien fait, que ça soit la droite, la gauche, la REM, etc. Donc, pour avoir été à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, ils ne faisaient rien. C'est du flan, ils jettent de la poudre aux yeux aux gens, et c'est un écran de fumée, il ne se passe rien derrière. Rien. Et en fait, les seuls qui bougent, c'est au niveau local. Quand tu essayes d'avoir un territoire d'expérimentation, quand tu montes des petites choses avec tes petits bras, et que tu vas coordonner quelque chose que font les CPTS actuellement, qui font un super boulot. Il y a plein de CPTS en France qui font du maillage territorial comme ça et qui créent des petites choses. Et en fait, il y a que le local. Donc je suis revenu à ça et je me suis dit bon allez, politicien non, mais de la politique, du lobby et agir surtout, et être dans l'action. Quitte à ce que ça marche pas. Je vais te donner un exemple. On critique beaucoup. Alors l'ordre, tu sais, on va parler de l'ordre, je pense. Ils sont conservateurs à un point pas possible, ces types-là, et ils détestent soi-disant les médecines foraines. Donc dès qu'on parle d'octobus ou de bus pour aller dans les campagnes, l'ordre tout le temps monte au créneau en disant c'est de la médecine foraine, c'est interdit, un médecin ça doit exercer dans son cabinet, il doit pas partir comme ça, etc. Moi je suis le seul à dire pourquoi pas. Enfin, on est dans une situation catastrophique. La directrice de l'hôpital de Châteaudun est venue me voir en me disant je veux monter un octobus. Je lui ai dit ok. Elle me dit bon, vous voulez bien? Je dis mais il y a pas de souci, puis je vous aide, on y va. Et puis si ça plante et ça marche pas, tant pis, ça marche pas, mais au moins on aura essayé, on aura fait quelque chose, et on dormira sur nos deux oreilles. Mais on va quand même pas bloquer des initiatives sous prétexte qu'un article du code de déontologie dit que la médecine foraine est interdite. Mais là on parle pas d'un médecin dans une caravane qui va chercher du patient pour gagner de l'argent. On est en train de parler de patients qui n'ont plus de soins, qui sont en rupture de traitement, et on va prendre des médecins déjà installés pour aller aider ces patients-là parce qu'ils ont des problèmes de mobilité et des problèmes d'accès. On n'est pas du tout dans de la médecine foraine. Donc moi, je prends toutes les idées. Et à chaque fois que des gens viennent me voir et me disent « j'ai telle idée », je dis « ok, on y va. Ouais, on y va. C'est parti. Demain, on y va. C'est go. » Et puis là, après, je joue mon rôle de lobby et je vais chercher les sponsors qu'il faut, les lignes budgétaires qu'il faut. Je vais parler aux interlocuteurs que je connais pour essayer de lancer le processus. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais j'ai cette vision-là, et c'est ce qui m'est très reproché à l'ordre, c'est que ils sont dans l'application des textes et dans le respect stricto sensu du code de déontologie, qui est nécessaire parce qu'il cadre notre profession et il nous protège. Ça, c'est ce que les jeunes et les moins jeunes ne comprennent pas. L'ordre, il est avant tout là pour protéger, il n'est pas là pour nous embêter. On a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus et beaucoup de communication, mais je pense qu'il y a un petit peu trop d'excès et qu'il faut qu'on libère. Il faut qu'on libère, et qu'on dise aux gens, allez-y, lancez-vous et aidez-nous, aidez les patients. Donc c'est ça. Donc non, la politique politicienne, Anne-Lise, c'est terminé, et on ne m'y reprendra pas. Je ne ferai plus. C'est fini. Ça m'a servi de leçon. Eh ben écoute, puisque tu as abordé le sujet de l'ordre, allons-y, parlons de l'ordre. Clairement, tu dis que voilà, t'es dans l'action, tu veux dynamiser, changer les choses de l'intérieur, en fait. Oui. Que t'aimes pas l'inertie. Oui, je l'ai vécu. Franchement, oui, vas-y, dis-le. Se faire élire à l'ordre en disant il y a trop d'inertie, je vais faire bouger la machine. T'as pas un peu l'impression d'être David contre Goliath? Si, mais c'est l'intérêt d'un défi. S'il n'y a pas de défi, ça m'intéresse pas en fait. Pour aller sur un combat gagné d'avance, je peux aller courir un marathon, ça me gêne pas. Il n'y a pas d'intérêt. Donc j'étais élu pendant 6 ans et j'ai vu ce qui se passait. Et j'ai vu l'inertie. Et j'ai hurlé en séance plénière. On a 1200 médecins dans le département, il y en a 10 qui sont déviants. D'accord? Quand je dis déviants, c'est des médecins qui
font des attouchements sexuels sur patientes, qui ont des cabinets sales, qui traitent les gens n'importe comment, etc. Il y a de tout, mais il y en a 10 sur 1200. Et je pense que c'est à peu près le ratio dans chaque département. Ces types-là, c'est pas normal depuis des années. Tu peux regarder tous les réseaux sociaux, tu peux écouter les gens dans les discussions de comptoir. On critique beaucoup les discussions de comptoir, mais c'est quand même la vérité. Les gens disent à longueur de journée, que fait l'ordre? C'est une phrase qu'on entend régulièrement. Mais que fait l'ordre? Et moi, pendant 6 ans, en tant qu'élu, je me disais, mais que fait l'ordre? Je disais, mais vous êtes complice de tout ça. Vous savez que tel type, il fait n'importe quoi. Vous savez que tel type, il fait ça. Et vous faites rien. Et au-delà des problèmes de communication, de pédagogie, où il faut réexpliquer aux gens à quoi sert l'ordre, parce qu'en fait, on n'aime tous pas l'ordre. Moi, j'aimais pas l'ordre. Quand je me suis installé, je comprenais pas pourquoi il me demande tant de papiers, pourquoi il me demande tout ça, pourquoi il m'embête pour telle chose. Mais en fait, on nous l'explique pas. Alors, est-ce que c'est nous qui allons pas chercher l'information? Est-ce que c'est l'ordre qui communique mal? Il y a certainement des deux. Et puis, il y a aussi quand même une grosse différence entre l'ordre départemental et l'ordre national. Les ordres départementaux, la plupart des élus sont bénévoles, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils concilient, ils gèrent les doléances, ils gèrent tout ça. C'est un travail quotidien de proximité, de territoire, et je pense qu'on peut pas reprocher grand-chose aux ordres départementaux, sauf leur moyenne d'âge, on va dire, et certains qui sont un petit peu hors sol, mais sinon, ils font quand même un travail tous bénévoles. Le problème, c'est l'ordre national, qui est clairement tenu par des gens qui sont pour la majorité plus en soins avec les patients, qui sont déconnectés de la réalité, qui font que ça. Et je trouve que, comme je te disais, moi j'ai pas arrêté les consultations parce que si t'as plus le rapport patient et si t'es plus dans l'action avec tes patients, tu peux plus être dans l'action pour défendre tes pairs. Parce que t'es complètement déconnecté de ce qui se passe. Donc tu représentes plus que toi-même. Donc oui, David contre Goliath, mais il y avait une envie, c'est-à-dire que moi j'étais poussé par les jeunes en fait, parce que tous les jeunes m'ont dit mais on votera pour toi, les moins jeunes aussi. Il y avait une envie, donc c'est pas moi qui suis parti tout seul essayer de changer les choses. On m'a incité et on m'a soutenu. Donc je savais que derrière ça allait normalement bien se passer. Et l'équipe que j'ai montée, je suis pas président avec la même équipe d'avant. J'ai complètement tout renouvelé. J'ai insisté pour qu'il y ait des hospitaliers qui rentrent dans le conseil, pour qu'il y ait des spécialistes, pour qu'il y ait des libéraux, qu'il y ait beaucoup de femmes. Et on est passé d'un ordre qui était très médecins généralistes libéraux, ce qui est d'ailleurs le reproche que beaucoup font à l'ordre, qui est un espèce de syndicat en fait, qui représente la médecine libérale et la médecine générale. J'ai fait rentrer des jeunes, j'ai fait rentrer des hospitaliers, j'ai fait rentrer des spé, et les visages ont complètement changé. Et on a rajeuni parce que j'ai fait venir avec moi tout un tas de jeunes. Donc c'est pas David contre Goliath, c'est David plus David plus David plus David contre Goliath. Donc déjà on est plusieurs, tu vois. Donc déjà ça change la donne. Et surtout, les gens, ils étaient prévenus. Ça veut dire que moi, j'ai pas pris les gens en traite. Je me suis pas présenté en disant, écoutez, je vais faire comme ma prédécesseur, etc. Je veux dire, tout le monde me connaît dans le département. Tout le monde sait très bien comment je suis. Tout le monde connaît mes accès d'humeur. Tout le monde connaît aussi bien mes forces que mes faiblesses et mes emportements, etc. quand il y en a, et ma façon de procéder. Donc, je veux dire, je suis pas sorti du chapeau et les gens ont pas découvert un mois après ce que j'allais faire de l'ordre. Les gens le savaient à la base. Et moi, j'avais dit partout que le jour où je serais élu, dans l'année où je serais élu, je foutrais dehors à coups de pied dans les fesses les 10 médecins qui nous emmerdent. Mais je l'avais prévenu tout le monde. Et dans l'année, je me suis occupé des médecins déviants. Et je m'en suis occupé, et maintenant ils sont interdits d'exercer. Alors que ça faisait 15 ans que tout le monde s'en plaignait et que personne ne faisait rien. Je me suis mis à la tâche, en l'espace d'un an, ils sont plus là. Et au final, j'ai réussi. Donc Goliath, il a perdu. Parce que l'ARS a perdu, le Conseil national a perdu, les formations restreintes ont perdu, et tous ces gens-là, je leur ai mis une pression, et j'ai réussi à faire ce que je pensais bien, et ce que les autres attendaient de moi aussi, et ce que les patients attendaient, parce qu'il y avait quand même des gros problèmes avec certains médecins. Et maintenant, moi, mon objectif, c'est qu'on dise plus que fait l'ordre. Et si à la fin de mon mandat, j'entends plus cette phrase, j'aurais gagné. Je me dirais, voilà, l'ordre a fait quelque chose. Donc j'ai réussi. Après, pour répondre à ta question, donc le Goliath départemental, il est assez facile à avoir parce qu'au final, les médecins suivent et puis ils voient le changement. Et même si au début, ça s'est fait un petit peu dans la douleur parce que j'ai pas beaucoup managé au début. Même au sein de l'ordre lui-même avec mes secrétaires, j'ai fait un virage à 180 degrés. Pour te donner un exemple, quand tu as une secrétaire qui t'imprime les mails et qui te les met dans une bannette, c'est un peu violent quand même. Donc je lui ai expliqué qu'il y avait un bouton transférer sur les boîtes mail et qu'elle pouvait très bien me transférer les mails. Mais elle a continué pendant 6 mois. Donc tu vois, une dépense de papier, aucune notion de l'éco-responsabilité, de l'empreinte carbone, aucune notion de la dépense, parce que c'est des dépenses énormes. Et il y avait aucun process de fait là-dessus. Donc j'ai tout digitalisé, j'ai tout repris à zéro, tous les postes à l'intérieur du Conseil de l'ordre, un par un, et j'ai tout revu, les fiches de poste, etc.
Et ça s'est fait dans la douleur. Parce que les filles qui sont là depuis 25 ans et qui tiennent le conseil de l'ordre, quand tu changes du jour au lendemain et que tu leur changes leur process au secrétaire, ça leur fait tout drôle. Donc ça s'est fait. Mais le vrai Goliath, en fait, oui, c'est le conseil national. Et ça, je t'avoue que je pense que c'est pas prêt de bouger parce que j'irai jamais déjà. Mes responsabilités à la SFA et au CNP sont de plus en plus importantes et je pense que j'arrêterai mon mandat du Conseil de l'Ordre et que je me consacrerai que à mes mandats de représentation nationale en allergologie. Donc, il faudra quelqu'un derrière moi fasse la suite et je me vois pas intégrer une équipe comme elle est là à l'heure actuelle ou même la prochaine équipe. C'est pas c'est pas ma vision et je pense que le Goliath national, il est pas prêt de bouger. Et on le voit avec la nouvelle équipe d'ailleurs. Et on va le voir là parce qu'il y a des grands thèmes qui vont arriver. Donc après l'IVG et la PMA va arriver la fin de vie. Donc c'est vrai que c'est un débat qui est hyper important. Mais comme je redis, je vois pas en quoi c'est une urgence de parler de la fin de vie. On a bien d'autres problèmes dans ce pays. Il y a quand même 130 hôpitaux dont les urgences sont fermées, dont 14 CHU, et on va nous lancer un grand débat sur la fin de vie, donc c'est génial. Donc merci le ministre de la Santé. Surtout que la loi Leonetti de 2002, pour les médecins qui la connaissent et qui l'appliquent, fonctionne très bien, et on peut s'édater comme il faut. Donc je vois pas l'urgence, mais on va nous sortir ça. Et là, je pense qu'on va voir ce que le nouveau Bureau national de l'ordre va nous sortir, et je pense qu'on va avoir encore des grands moments de solitude, parce que dans la nouvelle génération, et puis pour les gens qui connaissent les soins palliatifs, on est quand même tous d'accord sur un tas de choses, et je pense qu'on va avoir encore un ordre très conservateur qui va nous sortir, parce qu'ils ont déjà commencé à le dire, que l'ordre est là pour soigner les patients, et l'ordre n'est pas là pour tuer, entre guillemets, les patients. Donc ça va être un grand moment, je pense. Donc ils vont pas être en phase avec ce qu'attendent les patients, parce qu'il y a une vraie attente du public là-dessus, sur la fin de vie. Ils vont pas être en phase avec les jeunes, ils vont pas être en phase avec les soins palliatifs, et ils vont se prendre les deux pieds dans le tapis, et ils vont perdre un pouvoir politique énorme, parce qu'ils vont représenter quand même. Et je pense que là, ces débats nationaux-là, ils vont faire beaucoup de mal à l'ordre national quand ça va arriver. Tout comme le transfert de compétences et la délégation de tâches, puisque là je parle de réseau de soins depuis tout à l'heure, ils sont remontés au créneau pour dire qu'ils étaient contre, alors que c'est le seul moyen de s'en sortir à court terme. On peut pas faire autrement que de transférer de la compétence et déléguer de la tâche. Je veux dire, tout syndicat ou toute personne ordinale qui est contre, pour moi, est suicidaire et ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le pays. Donc et c'est là où tu vois il y a la différence entre le national et le départemental, parce que le départemental, on fait des expérimentations. En Bretagne, l'ordre avec les CPTS et l'ARS ont monté un protocole où les virus sont pris en charge par les pharmaciens, etc. Il y a eu du transfert de compétences. Moi, dans mon département, j'ai fait voter des motions et on va le faire aussi. On va essayer de se débrouiller comme ça. On n'a pas assez de médecins, on transfère ce qu'on peut transférer. Parce qu'au final, il faut aider les patients. Et j'ai l'ordre national qui me tombe dessus et qui nous met des missiles. Donc voilà, je pense que le Goliath national, pour répondre et pour reprendre ton expression, n'est pas prêt de tomber. On verra. L'avenir, les mois prochains vont nous le dire. Ce qui est dommage, parce que pour ma vision de l'ordre, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans le bureau. C'est que pour moi, l'ordre, c'est la seule institution en France qui peut tous nous réunir et qui peut parler en notre nom au ministère des tutelles et aux instances. Si tu prends les kinés, ils ont un ordre et ils ont pas beaucoup de syndicats. Les infirmières, pareil. Les pharmas, ils ont 2 syndicats majoritaires et un ordre. Les dentistes, pareil. Et ce sont des professions qui sont très unies, qui parlent d'une seule et même voix. Et quand ils arrivent, moi je les vois dans les réunions nationales, c'est carré, c'est propre, et ça parle d'une voix. Il n'y a pas de dissonance. En médecine, on a 1 milliard de syndicats. Il y en a même plusieurs dans chaque spécialité. Des syndicats politisés de droite, de gauche, il y a des syndicats qui représentent les libéraux, il y a des syndicats qui représentent les hospitaliers, il y a des syndicats transversaux, il y a des syndicats verticaux. Il y en a dans tous les sens. Il y a un CNP par spécialité et il y a une société française par spécialité. Donc c'est un bazar monumental. Comment veux-tu qu'on soit audible? On peut pas, dès qu'il y a un problème, chacun prêche pour sa chapelle. Là, on le voit bien avec les hôpitaux. On a quand même la FHF. Je veux dire, quand t'as le président de la FHF qui est capable de sortir, le problème des hôpitaux et des urgences, c'est parce que les médecins généralistes foutent rien en ville. Comment on peut dire ça? Comment ce type a été capable de dire ça à une heure de grande écoute? Ça a été repris par toute la presse médicale, mais c'est honteux. Et les médecins libéraux sont bien gentils.
de pas être monté au créneau et de pas avoir fait grève, parce que ça aurait pu être une contestation monumentale. Le président de la FHF qui sort ça, il a déjà vu ce qui se passe dans un cabinet de médecine générale. Ça, les types bossent comme des malades. Donc voilà, chacun presse pour sa paroisse. L'ordre, pour moi, c'est le seul endroit où on peut représenter tout le monde. C'est le seul endroit où, si on fait un effort, on peut parler au nom de tous. Le code de déontologie nous réunit, il nous protège, il protège les patients, il protège le soin, et il nous permet de discuter convenablement et sincèrement avec les autorités, sans avoir d'arrière-pensée derrière et de se battre pour un tel ou un tel spé ou tel mode d'exercice. Alors que quand un ministre ou n'importe qui d'autre discute avec un syndicat, derrière, il y a toujours une arrière-pensée. Le syndicaliste, il va forcément il a un conflit d'intérêts, il va prêcher pour sa paroisse. C'est normal, c'est le job d'un syndicat. Quand l'ISNAR IMG, pour les internes, discute avec le ministère, c'est pas comme quand l'ISNI discute avec eux. L'ordre, c'est le seul endroit où on peut représenter tout le monde. Et c'est ça qui me motive, c'est que j'aimerais bien que l'ordre prenne un vrai pouvoir politique, parce qu'en fait, c'est le seul qui peut tous nous rassembler. Je pense que là, le défi, dans les mois à venir et les années à venir, c'est qu'on s'unisse en médecine. Et qu'on arrête de se faire la guerre ville-hôpital, la guerre spé-med, spé-chir, médecine-G, et qu'on arrive à parler d'une seule et même voix, ce qui est très très compliqué parce qu'on a des modes d'exercice différents, mais on n'y arrivera pas et on n'avancera pas dans nos combats si on continue à être aussi clivé, parce que je te promets que ça se voit beaucoup, et les instances là-haut le voient et ils jouent de ça, parce qu'ils savent du coup qu'on n'a pas de poids et qu'on n'arrive pas à parler d'une seule et même voix. Donc pour moi l'ordre c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ce lieu d'unité. Voilà. Donc c'est le défi. Et si j'arrive à œuvrer à ça dans les années à venir, bah ça sera déjà pas mal. Ça sera un bon défi de remplir, de gagner. Est-ce que ça te parle si je résume un petit peu tous tes engagements, que ça soit l'association que tu as montée quand tu es arrivé interne dans ton département, ou que ça soit cette application que tu as envie de développer pour aider les patients à trouver leur bonne allergo adaptée à leur situation. Est-ce que ce que tu as envie de faire, c'est quand même pas de réunir les gens, en tout cas de les faire collaborer? Oui, bah oui, complètement. Et puis c'est ce que je fais dans ma vie perso aussi, en fait. C'est-à-dire que tu vois, par exemple l'anniversaire au mois d'octobre, j'invite plein de monde, mais c'est pas pour moi. J'aime pas trop être au centre de l'attention, j'aime pas le gâteau, j'aime pas les bougies, j'aime pas recevoir des cadeaux, ça me stresse. Mais je le fais en fait pour réunir tout le monde, voir tous mes potes sourire, qu'ils échangent, qu'ils passent un beau moment, et que je me dise, putain, tout le monde a passé une super soirée. Et tout le monde est heureux d'être là. Et moi, c'est pas trop moi, le lendemain, je suis usé, je consulte, je vais finir à 4h du mat, et le lendemain, ça va être extrêmement compliqué. Donc, moi, j'en tire pas, mais c'est vraiment pour les autres que je le fais. Et quand je reçois du monde à la maison, c'est pareil, etc. Et ce que je fais, oui, t'as entièrement compris, t'as très bien saisi le personnage. Je veux juste que les gens collaborent et parlent. Et surtout, oui, enfin, qu'on remette du lien. Alors, le Covid, ça a détruit beaucoup de choses. Mais avant le Covid, on se parlait déjà plus. Tu vois, je prends des exemples concrets. Par exemple, à l'ordre, tu sais qu'on reçoit des doléances et des plaintes tous les jours. On avait, nous, dans notre département, en 2014, on recevait 14 doléances ou plaintes par an. L'année dernière, on en a reçu 180. Je sais pas si t'imagines. C'est monstrueux. C'est une doléance ou plainte tous les 2 jours. On passait de 14 à 180 par an. La majorité, 95% des doléances et des plaintes, c'est des problèmes de communication. Il n'y a aucune faute médicale. Il n'y a aucune faute déontologique. C'est uniquement des problèmes de communication. Que ça soit entre médecins et médecins ou entre patients et médecins. Les gens ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une ère où on a développé des outils de communication pour parler avec des Chinois à l'autre bout du monde, et on n'est pas foutu de se parler à 5 km l'un de l'autre. Donc les patients, quand on est énervé pour une raison ou pour une autre, parce que il arrive en retard, parce qu'il n'est pas venu à son rendez-vous, parce qu'on n'a pas apprécié la façon dont il nous parlait, parce qu'on a un souci, on lui parle pas, on lui renvoie une lettre et puis on le vire de la patientèle. Le collègue à côté, qui a fait une gaffe, ou qui a pris un patient, qui l'a déclaré à son nom, ou qui a fait une prise en charge un peu douteuse, et ben on va pas l'appeler pour lui demander ce qui se passe ou pourquoi il a fait ça, pour comprendre ce qui s'est passé lors du colloque singulier entre lui et le patient. Non, on va envoyer une doléance, c'est systématique, tout est devenu procédurier. Dans le réseau de soins, c'est pareil, les gens ne se parlent pas. Tu vois, par exemple, on fait des courriers. Moi, ça m'hallucine, les courriers. Des courriers de recommandation. Alors, ils sont hyper mal faits, il n'y a rien d'écrit dedans, et il n'y a rien de plus impersonnel. Non, tu prends ton téléphone, t'appelles ton pote, bah voilà, j'ai tel patient, j'ai tel machin. Tu vas dans les staffs. Les médecins libéraux, ils vont pas dans les staffs. Mais pourquoi ils vont pas dans les staffs?
C'est intéressant d'aller voir des staffs hospitaliers pour voir comment ça se passe. Là, nous, on est en train de créer, alors tu sais, il y a les RCP en oncologie et on fait des RCA pour l'asthme sévère, pour les biothérapies. Et là, je vais intégrer une RCA d'asthme sévère. Et voilà, on se parle et je vais pas faire un courrier à mes copains pneumologues en leur disant, s'il te plaît, convoque un tel, il a un asthme GINA 5, etc. Faudra instaurer une biothérapie, je t'envoie la fiche de la Société française de pneumo remplie. Non, je les ai appelés, j'aurais dit, voilà, moi je veux venir. Je veux venir aux réunions. Je veux vous présenter, yeux dans les yeux, mes patients. Donc, je trouve que tout ça s'est perdu. Déjà avant le Covid, avec le Covid, ça s'est accéléré parce que maintenant, c'est les visios, c'est les trucs. Et en fait, vraiment, dans tous les champs, que ça soit le relationnel, que ça soit le perso, que ça soit le pro, que ça soit la relation interprofessionnelle, que ça soit la relation patient, on ne se parle plus, on ne se dit plus rien, on n'échange plus. Les CPTS, j'espère que les CPTS vont réussir à recréer ce lien, mais ça me fout en l'air, tu vois. J'ai créé un WhatsApp où j'essaye de mettre le plus possible de médecins du département. Et la semaine dernière, il y a un médecin qui envoie, alors c'est un peu le bureau des pleurs dans ce WhatsApp, c'est très compliqué, mais tout le monde se plaint en longueur de journée. Mais bon, c'est l'exutoire aussi, hein, c'est sympa. Il y a quelqu'un qui balance un truc en mettant, regardez, encore un spécialiste qui a pas fait le bon de transport, c'est inadmissible. Et puis il a pas fait la prise en charge ALD. Je suis médecin généraliste, je suis pas le secrétaire du spécialiste. Et il y en a une qui lui répond, t'as qu'à envoyer une doléance à l'ordre. Je dis mais, je renvoie un message, je dis mais oui, mais t'as le droit aussi d'appeler le confrère. Je veux dire, il va pas te bouffer. Tu peux l'appeler, lui dire, bah excuse-moi, j'ai vu ton patient, t'as pas fait le bon transport, t'as pas fait l'ALD, tu sais, maintenant t'as le droit, la Sécu vous autorise. Oui, avant c'était le médecin généraliste, mais maintenant tu peux. Moi, je suis débordé, j'ai pas le temps de faire ça. C'est un acte purement administratif. Toi, en plus, t'as des secrétaires qui peuvent le faire, t'es à l'hôpital. Moi, j'ai pas de secrétaire. Puis vous parlez, puis peut-être qu'il va comprendre. Mais pourquoi tout de suite avoir un avis négatif et pourquoi envoyer une doléance tout de suite? Donc vraiment oui, faire ce lien entre tout le monde, essayer d'apaiser les situations, de calmer le jeu parce que tout le monde s'énerve beaucoup pour tout et pour rien. Tout le monde dégaine très facilement et essayer de remettre aussi le médecin le lapsus horrible. Essayer de remettre le patient au cœur du soin. Moi la notion de médecin traitant, ça me gêne beaucoup. Je pense que la personne au centre du soin, ça doit être le patient. Et que ce médecin traitant, c'est un échec total. Le médecin généraliste, c'est de toute façon, quand tu as un quart de la population dans mon département qui a pas de médecin traitant, comment font un quart de la population? Donc ils ont pas de courrier pour aller voir le SPEI, ils peuvent pas être remboursés, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un système qui tient pas debout. Et puis il y a tout un tas de gens qui ont pas envie d'avoir un médecin traitant. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas de pathologie. Donc pour moi, c'est le patient qui doit être au cœur du soin. Donc on doit aider le patient dans son parcours, on doit l'éduquer. On doit faire des tas de choses qui n'ont pas été faites depuis les années 80-90 en termes d'éducation, j'entends. Donc oui, faire du lien tout le temps, mettre les gens en connexion, les faire se rencontrer. Et je pense que dîner avec quelqu'un et boire un coup et en avoir un petit coup dans le nez et passer une bonne soirée, c'est génial. Tu rencontres des gens et tu te fais des potes. Et puis après tu te tutoies. Et puis après tu orientes facilement. Et puis quand tu as besoin d'aide, tu passes un coup de fil. Et quand même dans nos réseaux de soins, dans nos CPTS, en gros, pour parler territoire, on n'est quand même pas nombreux, sauf si on prend les grandes métropoles, mais on peut faire ce boulot de retourner, de revenir à la rencontre des gens. Et c'est ce que je fais à l'ordre. Là, je fais une tournée des cabinets, en fait. C'est des choses qui se faisaient dans les années 80-90. Donc, tu vois, tout n'est pas acheté dans l'ordre. Il y a des choses qui se faisaient avant et qui sont super. Et en fait, maintenant, quand il y a des jeunes qui s'installent ou des collaborateurs qui s'installent, etc., je prends ma voiture et je vais les voir et je ramène un welcome pack. Donc, j'écris des welcome packs avec à l'intérieur des fiches d'aide juridiques, des fiches d'aide à la prescription. Il y a des goodies du département, il y a des produits du terroir du département. Donc, il y a les fameux chips Relienne, il y a des Menchikov, il y a plein de choses dedans. Et je leur amène un petit welcome pack pour leur signifier leur installation et pour les remercier. Je visite, je découvre leur projet médical, je parle avec les médecins qui sont là, avec les kinés, les infirmières, etc. dans la MSP. Donc moi, c'est hyper intéressant parce que je découvre plein de choses et ça me nourrit. Et ça leur fait rencontrer l'ordre aussi. C'est pas eux qui viennent pour s'inscrire ou quoi, c'est moi qui y vais un jour particulier et qui signifie l'installation. Et je vois des médecins qui sont installés depuis les années 80, qui n'ont jamais vu quelqu'un de l'ordre venir dans leur cabinet, qui sont hyper émus. Ils m'accueillent avec le champagne, les petits macarons. Ils sont trop contents de voir quelqu'un parce qu'ils ont un super projet médical, parce qu'ils font des choses incroyables dans leur coin. Ils ont monté des maisons de santé avant que les vraies maisons de santé existent, labellisées ARS. Et en fait, personne les a jamais mis en valeur. Personne n'a jamais parlé de ça.
Donc je prends des photos, puis après j'écris des petits articles, puis je les mets dans la Gazette, et je dis bah voilà, chers confrères, regardez, j'ai vu telle maison de santé là-bas, ils ont créé ça en 1990 et quelques, à l'époque où l'exercice coordonné ça existait même pas, où à l'époque on disait quoi, vous vous associez avec des infirmières et des kinés, vous êtes fous, fallait surtout pas dire ça dans les années 90, tu vois, c'était horrible de dire ça. Et ces gens-là, ils l'ont fait, ils ont été précurseurs. Et au final, on les a jamais mis en avant, on n'a jamais reconnu leur travail. L'ARS a piqué ses idées, les politiciens ont piqué les idées, on a monté des maisons de santé pluridisciplinaires, mais en fait, il y avait des gens qui avaient déjà compris tout ça 20 ans avant nous. Et oui, et on les met pas, on les fait pas briller. Et moi, je pense que ces gens-là, ils ont besoin qu'on les, et le réseau de soins et toute notre communauté, on a besoin de montrer toutes ces initiatives et de montrer de là où on vient. Et oui, moi, je suis plus comment dire, ouais, un espèce de community manager, si tu veux, en fait. Je me vois plus comme ça, community manager, ou un espèce dans la politique un peu mafieux, c'est-à-dire que je mets les gens en réseau, tiens, Julien, j'ai besoin de ça, bon bah attends, je te présente un tel pour que t'aies tel budget, tel truc, et je mets les gens en réseau. Et surtout, je refuse toujours les visios maintenant, et je refuse les entretiens téléphoniques, et je reçois plus trop les gens à l'ordre. Parce que tu vois, c'est hyper protocolaire, t'as ton bureau, t'as l'autre qui est derrière, ça te met un peu en position de supériorité, ça fait un peu bizarre. Moi, maintenant, les gens, c'est on mange ensemble. Voilà. Que je les connaisse ou que je les connaisse pas, que ça soit qui que ce soit. Là, c'était le procureur. La semaine dernière, procureur de la République, etc. C'est non. Il a pas trop compris, quoi. Lui, d'habitude, il a des rendez-vous, tu vois, hyper pépère partout. Et moi, je lui ai dit, mes secrétaires ont dit, ah non, non, le docteur Côté, c'est au resto le midi, quoi. Et voilà, on boit un coup, on rigole, on se détend, et après la discussion elle est fluide, et après derrière tu engages tout ce que tu veux, et après t'as le réseau comme tu veux. Donc c'est une façon très spéciale de travailler, hein, parce que ça surprend beaucoup de monde, mais je pense qu'il faut déjà qu'on descende un petit peu de notre piédestal, qu'on arrête de se la péter un peu quand on a certains postes, parce qu'on reste que des humains dans la chaîne de soins. Et surtout, ouais, faut remettre de l'amitié, de la confraternité, il faut remettre de la rigolade dans tout ça, il faut ouais, du lien à fond. Et ouais, si je devais, tu vois, si je devais écrire mon épitaphe, je crois que ça serait community manager. Ouais, je pense, ça serait plus ça en fait, ça serait plus ça qu'autre chose. Et ouais, ce serait vraiment ça. C'est ça, je pense pour l'instant. Pour l'instant, on verra par la suite, mais pour l'instant c'est plus ça. Le temps passe, Ouais. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Ouais. Est-ce que tu es heureux dans ta vie professionnelle? Non. Qu'est-ce qui te manque pour être Non. heureux? Voilà, c'est compliqué. Je suis un éternel insatisfait, donc je suis toujours obligé d'avoir quelque chose de nouveau et des défis. Donc il faut, quand j'entame quelque chose, je le fais, ça marche ou ça marche pas, et après il faut très vite que je passe à autre chose et je passe la main. Je peux pas m'inscrire dans la durée, j'ai beaucoup de mal. Donc ça crée une espèce d'insatisfaction. Donc au niveau ordre, au niveau société française, etc., ça je suis très heureux. Ça, il y a pas de souci. Ça marche très bien, je suis content. Jamais j'aurais pensé, être du bureau d'une société savante. Je suis le premier libéral, donc avec mon pote qui est trésorier, avec Éric Fromentin, qui est allergologue. On est les 2 premiers libéraux à rentrer dans le bureau d'une société française. Donc c'est une fierté, on est jeune. Donc je veux dire, il y a 10 ans, si on m'avait dit tu seras vice-président de la Société française à l'Argot, j'aurais dit mais oui, bien sûr, c'est ça, t'as raison. Il y a que des PEPH au CA, ce sont que des PE. Donc jamais j'aurais cru. Donc ça, là-dessus, j'ai accompli des choses, je suis content, ça marche, on fait des choses incroyables, on change plein de choses. Je suis super fier et je sais qu'on va y arriver, qu'on va faire plein de trucs. Le CNP pareil, l'ordre pareil. Le problème quand je te dis non, c'est l'activité de soins en fait, c'est les consultes. La relation médecin-patient, je trouve qu'elle s'est dégradée depuis plusieurs années et elle est extrêmement compliquée. C'est-à-dire, je suis content parce que j'ai un boulot qui sert, parce que quand tu fais une immunothérapie à quelqu'un, que tu le guéris, quand tu fais une biothérapie pour de l'urticaire chronique, de l'asthme sévère ou une dermatite atopique, et que tu vois l'amélioration de la qualité de vie des gens, t'es super content. Donc on a des armes maintenant, on est des vrais spécialistes, on a de la biothérapie, ça marche. On est rentré dans la cour des grands en allergologie, donc on a une activité intellectuelle qui est intéressante, et on a un retour patient qui est intéressant, et on a une vraie plus-value en termes de spécialistes. Par contre, la relation médecin-patient, elle est clairement dégradée. C'est-à-dire que, alors je sais pas si c'est lié à mon département et du fait de la souffrance vis-à-vis de ce désert, mais les gens, ils sont devenus extrêmement compliqués à gérer. Extrêmement compliqué. C'est-à-dire, c'est les lapins. Je suis à pratiquement 200 lapins depuis le début de l'année. On est au mois de juillet.
Comment dans un désert médical on peut avoir des lapins? Moi, c'est quelque chose que je peux pas concevoir. Les gens qui arrivent en retard, qui s'excusent pas. Je me suis fait agresser physiquement au mois de décembre. Mon assistante, elle se fait. J'ai une assistante, une secrétaire. Mon assistante se fait insulter toutes les semaines à cause des délais, etc. Donc tu vois, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Où je me suis déjà beaucoup exprimé dans la presse vis-à-vis de ça, et je vois sur Egora, et je vois sur WhatsApp Doc, etc., dans la presse médicale que je suis pas tout seul, parce que beaucoup de médecins en parlent, et les agressions, elles sont en augmentation constante, et les lapins, je crois qu'on est à 24 millions de lapins par an. Donc il y a, il y a des patients on est obligé de tout leur expliquer. Bon, ça fait partie de notre job maintenant. On n'est plus dans la toute-puissance de la médecine, on doit tout leur expliquer, mais c'est quand même extrêmement chronophage. On a des gens qui comprennent pas forcément ce qu'on leur raconte, parce qu'il faut quand même avoir un bagage derrière. Donc on est dans la justification constante, et au bout d'un moment, c'est quand même hyper saoulant quand t'es sûr de toi, que t'as concerté, que t'as fait ton staff, que t'as pas pris une décision tout seul, que t'as respecté les recommandations de bonne pratique, que tu sais où tu vas, et que t'es encore obligé de négocier pendant 1 heure avec quelqu'un qui fait soit semblant de comprendre, par exemple un MGEN, pour ne parler que d'eux, ou quelqu'un qui a pas les compétences pour comprendre. C'est quand même horrible d'en arriver à ce point-là, de devoir tout justifier systématiquement. Il y a quand même, il y avait des abus avant où on n'expliquait rien du tout, et où les gens se taisaient et prenaient les traitements. Et là, maintenant, je pense qu'on est tombé clairement dans l'inverse. Donc c'est mauvais. Et donc déjà dans le soin et dans l'explication du traitement, et puis la relation médecin-patient. Mais je pense que c'est vraiment lié au désert. Franchement, moi, elle est compliquée. Je vais le matin la boule au ventre. Le matin, je me dis, mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du museau, quoi. C'est, euh, c'est, voilà, on est des feignants, on sert à rien, on bosse pas assez. Les anciens, ils travaillaient plus que nous. Les anciens, à 4 heures du mat, ils voyaient l'angine du petit. Et les femmes, tout est de la faute des femmes, parce que les femmes, elles travaillent peu moins que les hommes, etc., etc. Enfin, c'est des phrases que tu as déjà lues sur les réseaux, c'est des phrases que tu entends. Et moi, ça me pèse, parce que je prends tout à cœur, donc j'ai ce problème-là. Mais au cabinet, se prendre des réflexions comme ça, c'est très difficile. Entendre constamment, tous les jours, mais on n'a qu'à vous contraindre, on vous a payé vos études, vous devriez vous installer là, etc. Enfin, attends, c'est bon, quoi. Personne m'a payé mes études. J'ai fait des gardes pour 20 balles quand j'étais interne, et pour 100 balles quand j'étais interne. Enfin, 20 balles externes, 100 balles internes, pardon. J'ai payé mes droits d'inscription, j'ai payé mon logement, j'ai payé mes fringues, mes bouquins d'internat. Je sais pas d'où. Qui a payé mes études? L'État n'a rien payé du tout. J'ai rendu service à l'État pendant 9 ans, pendant mes études, mais moi, on m'a rien payé. Donc, entendre ça à longueur de journée dans le département, je t'avoue que c'est dur. Les politiques jouent là-dessus. Ils ont monté la population contre nous, clairement, depuis des années. Ils ont instillé ces choses-là. Ils ont fait croire aux gens que c'était nous le problème, à petits coups de phrases comme ça, par-ci, par-là. Et maintenant, on a clairement des gens qui sont remontés contre les médecins, quoi. Et ils vont pas te dire ça sur les kinés, ils vont pas te dire ça sur les dentistes. Les dentistes, ils bossent 2 jours par semaine, ça gêne personne. Alors ça, il y a personne qui dit un mot. Les orthophonistes, il y en a pas dans le département, personne dit rien. Les kinés, pareil, ils font pas de visite à domicile, personne dit rien. Mais alors les médecins, on leur tape dessus à longueur de journée. Littéralement parlant maintenant, puisque maintenant il y a des agressions. Alors pour te donner un ordre d'idée, j'ai 1 agression par semaine de médecins dans mon département. Ce qui est quand même hyper inquiétant. Une agression soit physique, soit verbale. Et même envers des jeunes consoeurs. Donc non, je peux pas dire que je suis heureux dans ma vie professionnelle. Je suis heureux dans ma vie représentative. Je suis heureux dans mon acte intellectuel. Et à la fin de la journée, je me suis dit, putain, le gamin là, il y a 1 an, il faisait des crises d'asthme tous les 2 mois. Les parents savaient pas ce que c'était que l'asthme. Ils avaient peu d'éducation thérapeutique. Ils avaient aucun soin, aucun suivi. Maintenant, le gamin, il va bien, il crise plus, il prend plus de corticoïdes péros. On est en train de lui sauver sa fonction pulmonaire. Je rentre le soir, je me dis, voilà, je suis hyper content de mon boulot parce que j'ai servi à quelque chose. Mais c'est complètement entaché et complètement foutu en l'air par l'agressivité des patients, par leur incapacité à attendre 2 secondes un rendez-vous, leur incompréhension à comprendre qu'on puisse avoir du retard parce qu'on gère une urgence ou parce qu'on a un coup de fil avec l'hôpital ou quoi. Mais comme ils sont dans la rue, hein, ils sont pareils dans les commerces, ils sont pareils, j'en parle tout le temps avec les commerçants de ma ville, ils vivent la même chose. Donc voilà. Voilà pour la réponse à la question. Et alors, ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, quelle est ta tenue de travail? Comment je m'habille? Bah ouais. Ouh là là. Parce que la consulte, tu sais, c'est le podcast qui déshabille les médecins. Donc, alors, avant de te déshabiller, il faut bien que tu déshabilles. D'accord.
Actuellement, je travaille en basket, en jean et en hoodies. Donc le hoodies, enfin le pull à capuche ou un pull ou un t-shirt extra large. Et je suis hyper fashion. Je passe beaucoup de temps sur Insta et sur les réseaux à suivre les influenceurs et les grandes marques. Je passe beaucoup de temps. Je dépense beaucoup d'argent en fringues. Voilà. Donc et je suis très fashion. Je suis tatoué, donc quand mes 2 bras sont tatoués de valeurs du Bushido et de grandes époques des samouraïs, parce que je fais du judo et c'est les valeurs qui me guident tous les jours. Donc quand je suis, tu vois là, bras nus en consulte, les gens voient les 2 bras tatoués et regardent, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce président de l'ordre qui a les 2 bras tatoués, qu'est-ce que c'est que ces trucs sur les bras. Donc c'est toujours marrant de les voir. Parce que quand ils arrivent, ils se disent bon, c'est l'allergologue, tout le monde sait que je suis président du conseil de l'ordre dans mon département, et ils débarquent avec un type en pull à capuche en plein hiver. J'ai tout le temps une casquette. Alors je la mets pas en consulte la casquette quand même, mais je vis toute la journée et tous les week-ends avec le soir, etc. avec ma casquette. Donc quand je suis au resto le midi, même avec des gens importants avec qui je déjeune, je mets pas une chemise, je mets pas une cravate, je mets pas un truc. Voilà, c'est hyper fashion, hyper relax, et ça surprend beaucoup de monde. Donc c'est toujours hyper marrant de voir la tête des gens quand je rentre dans le box de consulte. C'est à mourir de rire parce qu'ils se font tout un truc avant. Et mais au même temps, j'ai que des jeunes. Bon, on consulte en allergo, on a que des jeunes, on n'a pas du tout de patientèle âgée. Donc ça crée un rapport patient qui est quand même hyper intéressant avec les ados. Je parle beaucoup de Netflix, je parle beaucoup des films, je parle beaucoup de musique avec eux, je parle des réseaux, et du coup j'arrive à les tenir comme ça, on arrive à avoir une relation assez amicale, et pour l'observance, ça joue beaucoup en fait, parce qu'ils arrivent à s'identifier et les messages passent beaucoup mieux. Et le cabinet il est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des grandes fresques de peinture, il y a une salle Star Wars pour les enfants avec plein de peintures, avec plein de déco Star Wars, etc. Il y a un mur entier de figurines pop avec tous les trucs les plus connus de Game of Thrones à Stranger Things, à Squid Game, à tous les Disney, à Star Wars, etc. Donc c'est toute une ambiance, et forcément dans un univers comme ça, je peux pas être en cravate, tu vois, ça le ferait pas. Donc voilà comment je m'habille. Sympa la question. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, même les plus originales. Merci, c'était super intéressant. Ça permet de faire une introspection quand tu poses des questions, donc c'est hyper intéressant, ça fait réfléchir. C'est toujours agréable. Merci Julien. Merci à toi, merci Anne-Lise. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.